Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, 30 minutes consacrées à la scolarité et à l'éducation de vos enfants. À chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national avec Alix Nguyen. Salut, on ne change pas les bonnes habitudes effectivement cette nouvelle année, ma chère Alix. On y va pour le nouveau sommaire. Scout un jour, vous connaissez la maxime, scout toujours. Le Mag s'attarde aujourd'hui sur le scoutisme, jamais vraiment démodé, voire même plutôt tendance à l'heure de l'archidomination, notamment des écrans. Vous le verrez dans un instant. Quelle est la philosophie du scoutisme? Quelles sont ses missions? Comment et de quelle manière aide-t-il les enfants à grandir sereinement et de manière responsable également? On voit ça. L'éducation des jeunes par les jeunes, on sait que c'est une méthode qui a fait ses preuves depuis longtemps. Il y a une loupe au programme. La loupe, c'est avec Alix? Oui, et je vous parle de la jeune chambre économique française qui forme les citoyens de demain. Dans une quinzaine de minutes, au cœur de l'expression orale que voici. Bonjour Sophie Mancel. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Je suis très déçu, vous m'avez pas ramené de petite tunique. On dit tunique? Tenue. Tenue, de petite tenue. Chemise et foulard. Il paraît que le bleu me sied bien, me va bien. Donc bleu, blanc, rouge, ça aurait été magnifique. Vous êtes l'heureuse déléguée nationale aux méthodes éducatives. Je suis précis chez les scouts et guides de France. Merci d'être avec nous. Bonjour Jérémy Houry. Bonjour. Comment ça va en cette nouvelle année? Ça va très très bien. On a pris des résolutions ou pas chez les scouts? Ou vous concernant peut-être? On va peut-être pas parler pour tout le monde, sinon ça fait beaucoup de monde. Vous êtes, directeur général, commissaire général des EEIF, les éclaireuses et éclaireurs israélites de France. Exactement. Et on a pris des résolutions ou pas? Toujours. Toujours chez les scouts, toujours plus de jeunes, toujours plus de monde, toujours plus d'activités. Je demande pas au niveau perso alors. Ça reste. Non, ça reste privé. Être scout, c'est quoi? Alors, être scout, c'est... Question à 10 000 euros, là, attention. Alors, c'est vivre dans la nature. Pour commencer. Ouais, Même l'hiver, là, ça me dérange pas. Même l'hiver, absolument. Et c'est un vrai plaisir pour... Puis il fait froid, Biosset, ouais, c'est ça, non? En tout cas, c'est des expériences qui marquent les jeunes et ils reviennent toujours avec le sourire. D'accord. Quel que soit le temps qu'il fait. En fait, ils viennent pour aller dehors, ils viennent pour vivre des activités dans la nature, pour faire du feu, pour jouer, pour partager, pour rencontrer des copains, des copines, pour vivre ensemble. Et moi, quand j'étais petit, on m'a proposé une ou deux fois, c'est vrai, et je me suis dit, j'aurais dû aller voir. Moi, avec 40 ans plus tard, j'ai des regrets. Et c'est vrai qu'à l'époque, à 40 ans, mes parents me disaient, à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Qu'est-ce qu'on découvre? On découvre qui on est, on se découvre soi-même, mais on découvre les autres. Ouais. Et je pense que c'est ça vraiment qui nous permet de faire un travail. Les jeunes qui arrivent... Dès quel âge? Nous, ça démarre à partir de 6 ans à peu près. 6 ans, d'accord, ok. Donc ça dépend des groupes. Pareil? Ouais. Ouais. Et voilà, et on va découvrir un peu sur son identité. Et puis, c'est aussi pendant des activités interscouts. Il y a une activité avec le scoutisme français qui s'appelle Vie mon camp. Ouais. On croise d'autres mouvements scouts. Et donc, c'est aussi en se comparant aux autres, en parlant. Le scoutisme est axé autour des religions. Ouais. Et donc, du coup, c'est aussi en posant des questions, en parlant. Et c'est là où on se rend compte que les enfants n'ont pas les mêmes problèmes que les adultes. D'accord. Ils n'hésitent pas à demander... Faites allusion à quoi je vois sourire. Non, mais avec toutes les guerres qu'il peut y avoir dans le monde qui nous entoure, géopolitique compliquée, c'est quand même toujours assez terrible. Et de se rendre compte qu'en fait, à 8 ans, il n'y a pas ce genre de problème. Ouais. On demande très franchement, et puis les questions se posent, et puis à la fin, on arrive à faire une activité tous ensemble. Donc, c'est l'école de la vie, beaucoup plus que... Alors la crèche, oui, on va passer la crèche, l'école. C'est différent. Parce que c'est un autre cadre et du coup ça amène d'autres discussions, c'est complémentaire. En tout cas, nous, on souhaite vraiment aussi agir en complémentarité et des familles et de l'école, et pas du tout en concurrence, mais pour le coup, on vit d'autres choses dans le scoutisme. Et effectivement, le fait de vivre en équipe, de vivre avec les autres, le fait d'être beaucoup en extérieur, de faire des activités où on s'engage, où on demande aux enfants... L'école dehors, c'est vous en fait, avant que ça devienne à la mode. En tout cas, effectivement, nous, on est... L'école hors les murs. Oui, on est assez en lien. On participe d'ailleurs aux rencontres internationales de la classe dehors, auxquelles on a participé aux dernières. On se projette sur les prochaines pour justement aussi échanger sur... on a quand même une petite expertise. Toute petite, ça fait un petit moment. De la vie dans la nature. Et donc, du coup, on peut partager ça. Et les enfants et les jeunes, quand ils commencent à 6 ans, ils découvrent tout ça. Ils découvrent comment on vit dans la nature, comment on est bien dans la nature, comment on vit avec la nature aussi. L'idée, c'est aussi que la nature, c'est vraiment un partenaire de l'éducation. On peut commencer tout jeune et on peut commencer un petit peu moins jeune. Ça a été votre cas, Sophie? Oui, absolument. Moi, j'ai commencé... Qu'est-ce qui vous a emmené justement chez les scouts? C'est un peu le hasard. J'ai commencé à 18 ans. D'accord. C'est tard, du coup, c'est vrai. C'est un peu tard, mais j'ai commencé comme encadrante parce que je voulais passer mon BAFA. Ah. Et chez
scouts dans le scoutisme, avec notamment le scoutisme français, donc nos partenaires des éclaireurs et éclaireuses israélites. On est organisme de formation et donc j'ai passé mon BAFA avec les scouts et je m'étais dit je vais le passer, puis après j'irai faire des colos et puis en fait... Et sur le coup, au début, quand on dit bon, moi je vais chez les scouts à 18 ans, on y va reculons, on y va dans quel état d'esprit? En fait, c'était en tant qu'encadrante. Oui, alors j'y allais un peu naïvement en me disant je vais découvrir, je verrai bien. Ce qui est très fort, je pense, chez les jeunes adultes, c'est le bénévolat, le temps qui est donné. Alors on a souvent des encadrants qui deviennent encadrants et encadrantes parce qu'ils ont été jeunes et parce qu'ils ont envie de continuer et de transmettre ce qu'ils ont reçu. Et moi, j'y ai trouvé aussi beaucoup de sens dans les valeurs du scoutisme, dans ce que j'avais envie de transmettre, dans la façon dont on permet aux jeunes de vivre ensemble, de trouver leur place dans un groupe, de s'exprimer, de travailler leur esprit critique. Et je suis restée. Toi, ça commence à quel âge? Moi, toi, c'est au biberon, au berceau? Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Ah voilà. T'as pas eu le choix, toi? Mes parents se sont rencontrés chez les scouts. Et la plupart du temps, il y a une dimension de tradition. Ce sont les parents qui décident, en fait. Oui, alors comme c'est très lié à la religion, puisque chaque mouvement scout a une obédience, nous, ça faisait sens. En plus, au sein du scoutisme français, en France, c'est le seul groupe donc, pour les juifs. Et donc, c'est vrai que ça faisait sens. Parmi les mouvements de jeunesse juifs, on est le plus gros. D'assez loin. Donc, dans la communauté, on est très important. Donc la place du scoutisme, en fait, est très importante. Et puis, oui, concrètement, quand les deux parents se sont rencontrés là-bas, on n'a pas trop le choix. Oui, je crois que c'est clair. Et j'ai cru comprendre que la tradition perdure année après année. Tu parlais de la place de la religion, justement. Comment la religion est... Quelle est la place de la religion, justement, au sein du mouvement? Je vous parle à tous les deux. Ça vient naturellement au sein des... En fait... Est-ce que c'est... On en parle sans en avoir peur. C'est ça, ouais. L'idée, c'est que ça fait partie de notre identité. C'est au coin du feu le soir La plupart du temps, en fait, c'est beaucoup par choix. Donc, chacun va avoir des temps. Chez les autres, je sais qu'on appelle ça des temps spirituels. Et je pense que ça représente bien ce qu'on fait. Ça veut dire qu'il y a des moments où on permet un temps où on peut se retourner, pour certains vers la nature, pour d'autres vers un dieu, des dieux. Ouais. Et en tout cas, c'est un temps... de retour vers soi et qui fait partie de notre identité. Et donc, sans s'en cacher, on le rend partie prenante de nos activités tout au long ça se fait forcément en groupe, du coup, avec le groupe de scouts? Ça peut se faire aussi tout seul? C'est propre à chacun? Ça dépend de la façon qu'on a de le proposer. La spiritualité, c'est vraiment quelque chose de personnel. Et donc, je trouve que l'important, et c'est nous ce qu'on fait vivre, et je pense qu'on le partage, c'est que chacun le vit comme il le sent. Nous, on dit catholique ouvert à tous. Je pense qu'on a ce message qu'on partage vraiment. C'est-à-dire qu'on a, nous, des jeunes qui ne sont pas catholiques. On en a beaucoup. On en a à peu près un tiers qui sont pas du tout, voire d'autres religions. On accueille très largement. On a un tiers... Vous avez des juifs, des musulmans, peut-être? Oui, tout à fait. On a un tiers de catholiques, on va dire, peut-être plus pratiquants, et puis des catholiques qui sont un peu par, on va dire, histoire, tradition, etc. Et on leur propose soit des temps collectifs où on va vivre cette spiritualité qui a du sens pour nous et qui permet de s'exprimer sans rien imposer, en fait, vraiment, mais qui permet aussi des temps d'intériorité. Et puis on va aussi proposer, et ça va dépendre des tranches d'âge aussi, peut-être pour les plus grands, des temps de relecture aussi d'un parcours personnel qui sont des temps un peu d'introspection où on prend du temps pour soi et on revient un peu sur son expérience personnelle. Certains mettent un dieu dedans et d'autres préfèrent ne pas le faire. On laisse chacun trouver son équilibre, mais effectivement, nous, on pratique quand même la religion catholique et nous allons à la messe avec les jeunes. D'accord, Alex. Et ça représente quoi pour un scout en termes d'engagement au quotidien? C'est des vacances, c'est une tenue déjà, c'est une tenue, les amis, que je n'ai pas. Ça commence par des vacances. Je pense que le petit scout qui débarque, c'est un peu plus qu'une colo, c'est un mouvement de jeunesse. Il y a une grosse différence là-dessus. Là où il y a un rendez-vous seulement en hiver ou en été pour les colos, il va y avoir une activité, alors en fonction des groupes, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Et donc il y a cette notion aussi de se retrouver plus que seulement pendant la partie des vacances. Et donc d'abord c'est un engagement de venir aux activités, puis petit
petit à petit, et c'est vraiment ça le message du scoutisme, c'est rendre autonome le plus tôt possible nos jeunes. Donc chez nous, par exemple, on a des chefs d'équipe qui vont donc dès 14-15 ans. C'est quoi d'ailleurs, pardon de vous couper, Jérémy, c'est quoi l'organisation ? Je me souviens qu'il y avait à l'époque, j'avais fait des missions sur les Jeannettes, les Louvettes, tout ça. Vous avez ça, bien sûr. Oui. Alors chacun a ses appellations en fonction des groupes. Nous, par exemple, à partir de 6 ans, du coup, on démarre, on est bâtisseur. D'accord. Puis on devient éclaireur à partir de 11 ans. D'accord. Pendant cette période-là, donc à 14-15 ans, on devient ZADEC, c'est animateurs d'équipe. D'accord. Et donc, ils vont devoir gérer et manager à leur taille une équipe d'une quinzaine de personnes. C'est ça, il y a un rôle, chacun a une fonction. Oui. C'est très... Et ensuite, la branche perspective qui est l'équivalent des pionniers, qui est vraiment ce moment où on va voyager, sortir un peu de la troupe pour aller voir ailleurs. Et après, on devient donc animateur. Animateur. Vous l'avez dit, vous êtes arrivé à 18 ans, du coup, un petit peu par hasard. Oui. Comment on s'insère du coup au sein de la communauté et comment on grimpe on grimpe tous les échelons au final? En fait, l'idée, c'est pas forcément de grimper les échelons, mais plus de participer à l'éducation des jeunes, en tout cas quand on est encadrante. Ce qu'on essaye de mettre en place, en tout cas avec les jeunes, c'est du sens dans leurs activités. Et donc, c'est aussi l'intérêt de ces rendez-vous réguliers. Et du coup, vous parliez des vacances. Enfin, tout ça se lit autour de projets, c'est-à-dire qu'on fait vivre des projets aux jeunes, et c'est les jeunes qui choisissent ces projets. Et donc, c'est aussi comme ça que... C'est quoi comme projet ? Alors, chez les plus jeunes, ça va être d'aller vivre comme Robin des Bois pendant une semaine, donc ça va être vraiment des projets peut-être autour d'un imaginaire et de la nature. Et puis, chez les plus grands... C'est Koh-Lanta chez vous, quoi. Pardon. C'est vraiment l'image qu'on a des enfants en uniforme autour d'un feu de camp. Il y a une image presque rétro, quoi. Oui, mais alors il y a aussi des projets qui vont un peu plus loin. On a donc un rassemblement, nous, l'été prochain. On a une dynamique sur 2 ans qui s'appelle Clameur, qui fait référence notamment à la clameur du pape François dans son encyclique Laudato Si, qui est autour de la clameur des pauvres et de la clameur de la terre. Et donc on a envie, nous, là, de proposer aux jeunes qui vont être concernés par cette dynamique d'avoir des projets autour justement de la protection de l'environnement et de rapport social et donc de la protection des personnes en situation de précarité, etc. Eux peuvent initier des thématiques. Tout à fait, absolument. Et l'idée, c'est justement d'avoir tout type de projet en fonction de ce que les jeunes sont et en fonction de leur âge. C'est-à-dire qu'à 8 ans, ce qui nous fait rêver, c'est effectivement d'aller faire du feu, d'aller dans la forêt, de faire des super installations, de construire des cabanes. Et puis plus on grandit et plus on a des envies aussi de s'engager plus largement dans la communauté. Et donc les projets des 14-17 ans. Avec des voyages à la clé, peut-être ? Alors, il peut y avoir des voyages. Il peut y avoir des voyages pas très loin. Ouais. Mais il peut aussi y avoir des dynamiques qui sont avec des partenaires qu'on a dans nos associations scouts du monde entier. Pour aller dans d'autres pays éventuellement, oui, parce que c'est un mouvement mondial. Voilà, tout à fait. C'est une organisation mondiale, absolument. Exactement. Et donc on a des projets avec nos partenaires dans des associations qui peuvent aller soutenir des jeunes qui font des activités, par exemple dans des bidonvilles. Là, j'ai l'exemple de Manille qui me vient en tête, avec des scouts de Mongolie, aller avoir une activité de fabrication de yourtes. Il y a aussi une dimension de solidarité internationale qui est travaillée avec les plus grands. Mais ça peut être aussi des projets juste au pied de chez nous. Oui, et d'ailleurs, vous l'avez évoqué, je voulais en parler. Le rassemblement, l'été prochain, c'est où ? Alors, c'est à Jambeville. À Jambeville, dans les Yvelines ? Les scouts connaissent Jambeville, mais tout le monde ne connaît pas Jambeville. Jambeville, c'est dans les Yvelines. Dans les Yvelines ? Oui. 18 000 personnes ? 18 000 personnes. 18 000, de 18 000 personnes, c'est grande partie des jeunes. En fait. Il y aura. Faire prévenir les voisins, un petit peu de bruit. Alors, non, pas pour Clameur, là c'est propre à leur groupe, mais Jambeville on connaît bien parce que c'est le centre de formation par excellence. On aime être accueillis là-bas. Et vous avez un rassemblement de prévu bientôt, un événement ? Alors nous, on en sort du rassemblement puisqu'on a fêté nos 100 ans. Il y a là, l'été 2023. Combien de personnes ? Et bien là, pour le coup, on était 10 000. D'accord. Donc, c'est conséquent. À l'échelle de notre groupe, c'est très conséquent. On est beaucoup moins nombreux que le reste dans le scoutisme français. Mais non, ce qui est fort avec le scoutisme, c'est qu'on peut se retrouver à des rassemblements où on va être une trentaine de personnes pour un camp, à une centaine, et se retrouver parfois 10 000 et être tous à la même page. On est tous d'accord, on est tous ensemble pour la même chose.
Et ça qui est assez... Mais au final, on apprend la gestion de projet chez vous? Alors là... on apprend à décider, élaborer et ensuite après le mettre en exergue. C'est complètement le cœur de ce qu'on fait petit à petit, en autonomie, de prendre la main et d'apprendre à gérer un projet. C'est les soft skills qu'on retrouve après dans le monde du travail. Et après, gérer l'humain, tout ça, les égos. Alix. Est-ce que l'idée, c'est aussi de résister un peu au monde actuel, ultra connecté, rapide? Est-ce que vous revenez un peu... Je pense pas que ce soit de résister au monde actuel. Là, par exemple, ce matin, on a annoncé, donc nous, on a un Sidour, donc un livre de prière. On l'a annoncé ce matin, la version digitale, où on peut, avec un QR code, avoir les audios pour apprendre les prières en s'amusant. Donc, c'est vivre avec son temps, c'est composer avec une tradition qui est assez ancestrale. Ça date depuis un certain temps, le scoutisme. Et en même temps, d'être capable d'utiliser tous les outils qui sont autour de nous pour apprendre et continuer. Finalement, apprendre et la pédagogie, il n'y a pas de temporalité là-dessus. Donc ça, c'est ce qu'on a toujours continué à faire et qu'on va continuer, on espère encore longtemps. Quels sont les ressorts? C'est vrai que je connais plein de parents qui mettent leurs enfants chez les scouts, peu importe leur obédience. Quels sont les ressorts justement pour gagner en autonomie chez vous? Ça commence tout petit. On les met dehors. Allez. Non, alors, justement, je sais pas comment. Chez nous, les farfadets, donc les 6-8 ans, ils commencent par être encadrés par leurs parents. Et donc, c'est un partenariat avec les familles, donc un certain nombre d'activités qui sont menées en présence. Alors, il n'y a pas tous les parents, il y a une partie des parents qui se relayent et qui proposent des activités avec les enfants. Et puis ensuite, petit à petit, ce sont des jeunes adultes qui les encadrent, qui leur donnent des responsabilités à leur taille, on va dire. Chez les Louveteaux, chez les Jeannettes, on va déjà commencer à se faire à manger tout seul, guidé par les adultes. C'est-à-dire que les adultes ne sont jamais vraiment très loin, mais petit à petit, en fait, pour que ça reste bon, quoi. Oui, pour que ça reste bon. Et puis pour que aussi ils puissent trouver on trouve le juste équilibre entre la place de l'adulte et puis ce que les enfants sont capables de faire. Et on voit effectivement que les plus grands sont capables de bien plus d'autonomie, que ce soit dans le fait de monter leur tente où ils ont vraiment plus besoin d'aide du tout, et dans la gestion de projet ou dans aller avoir l'initiative d'un projet, aller chercher tous les éléments pour le mener. Par exemple, quand il s'agit du camp d'été, ils peuvent aller eux-mêmes faire les réservations de billets de train, aller contacter quelqu'un pour savoir quelle activité on va faire. Gagner en autonomie, est-ce que ça a un impact immédiat? Quels sont vos retours par rapport à leur scolarité? Est-ce que vous avez des retours de parents justement qui vous disent que, écoutez, merci, mille merci, depuis que j'ai mis mes enfants chez vous, j'ai vu un changement en tout cas. Je ne sais pas si c'est forcément ce résultat, mais en termes de concentration, peut-être en termes de construction de projet aussi. Alors complètement. On vous en parle ou pas? Alors non seulement ils nous en parlent, mais on a même travaillé sur le sortir donc de la data, des KPI qui montrent que non seulement les enfants chez nous sont plus performants, en tout cas ils essayent de l'être, ils apprennent à l'être, mais en plus de ça, ils s'entraident. Et il y a beaucoup de moments aussi, en tout cas chez nous, on se retrouve pour pouvoir s'entraider dans les équipes. Et plus loin encore, ça va être après sur le monde du travail, où vraiment ils vont faire la différence avec les compétences qu'ils vont acquérir, de travail en équipe. En fait, quand ils vont commencer à découvrir, j'ai fait une école de commerce, et en fait... Ils le mettent en avant même sur leur CV? Mais c'est obligatoire. Et on leur conseille. Leur conseil, Oui, et puis ils passent un temps tellement considérable. C'est quand même encore les rares restes du bénévolat. Ça devient compliqué de retrouver des jeunes qui donnent de leur temps, parce que justement, à la différence d'une colo où les animateurs sont payés, là, on a des bénévoles qui viennent et qui donnent de leur temps. Et donc, il est très valorisé après sur leur CV. Et souvent, quand on s'engage, quand on est scout, c'est un peu toute la vie, globalement. Si on prend la moyenne des scouts. Alors, on s'engage sur un temps plus ou moins long. C'est vrai qu'on a des engagements limités parce que ça prend du temps. S'occuper d'enfants, ça prend du temps. C'est régulier. C'est ce que tu disais aussi, c'est qu'on se retrouve toutes les semaines, tous les 15 jours. On donne 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines l'été. Donc, le bénévolat, c'est souvent sur une durée limitée de 2-3 ans sur nos encadrants dans les unités de jeunes, parfois un peu plus. Mais après, je pense que ce qu'on a acquis dans le scoutisme, oui, on l'a pour la vie. Et c'est effectivement, comme tu
le disais, des compétences qu'on va retourner valoriser dans notre vie professionnelle, et puis dans notre vie de tous les jours, dans les relations qu'on peut avoir aussi avec les autres. Surtout de continuer à se sentir scout. Et c'est ça qui fait la différence quand on fait de temps en temps des soirées d'anciens, on les rassemble. Il y a des personnes de 60 ans qui reviennent avec leur uniforme, tout fiers de montrer qu'ils ont accroché les derniers écussons. C'est quoi se sentir scout? Qu'est-ce qu'on ressent? C'est un sentiment d'appartenance, je pense, que sans être dans le... famille, quoi. Ouais, c'est ça, il y a le côté famille. Tout à fait, il y a un côté famille, absolument. Ça fait une juste, grande famille. Oui, ça fait juste un peu de monde pour les anniversaires, quoi. C'est l'heure de la loupe, c'est avec Alix. Alex, aujourd'hui, tu nous parles d'une organisation qui forme les citoyens de demain, la Jeune Chambre économique française. Exactement, ou JCEF. Elle s'envisage comme un véritable incubateur de leaders citoyens. Depuis 1952, ce mouvement, ouvert aux jeunes de 18 à 40 ans, entend contribuer à transformer notre société à travers des projets sur tout le territoire. L'initiative comprend 1500 bénévoles en France et une affiliation à la Jeune Chambre internationale qui regroupe 200 000 membres à travers le monde. Leurs objectifs, en quelques mots, former des jeunes capables de répondre aux enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. Ces membres se lancent donc dans des projets qui touchent à des domaines aussi variés que le développement durable, l'éducation ou encore la paix. À Millau, par exemple, un projet appelé Écocotte a vu le jour. Il s'agit d'un poulailler collectif qui encourage à réduire les déchets tout en recréant du lien social et en favorisant une alimentation locale. Un autre projet, Teaching Boost, mis en place à Tours, propose une plateforme numérique pour connecter des bénévoles avec des élèves en besoin de soutien scolaire. Mais cette initiative, c'est aussi une école de la vie, un peu comme les scouts. Pour ses membres, l'organisation offre des formations de prise de parole en public, de gestion de projet et même de leadership, des compétences transposables dans la vie professionnelle. Pour mieux comprendre les origines et la mission de cette organisation, je vous propose qu'on écoute Mathilde Quintard, la présidente nationale 2024. À cette époque, il manquait un espace où la jeunesse pouvait se retrouver pour s'engager concrètement et devenir actrice du changement dans sa ville, dans sa région, tout simplement sur son territoire. L'idée était simple, fédérer des jeunes citoyens qui veulent agir, créer et apporter des solutions nouvelles pour répondre aux besoins de leur territoire. Depuis plus de 70 ans, notre mission reste la même, former et agir. Agir pour le développement des territoires. Nos actions se concentrent sur des sujets économiques, sociaux ou sociétaux. Nous développons des initiatives innovantes qui répondent aux besoins des villes, des entreprises et des citoyens. Deuxièmement, former des leaders citoyens de demain. La Jeune Chambre économique française propose aux jeunes des outils concrets pour monter en compétences, développer leur leadership et gagner en confiance à travers la réalisation de projets concrets. Rejoindre la Jeune Chambre économique française, c'est avant tout une aventure humaine et citoyenne. C'est l'opportunité de s'engager pour soi, de s'investir pour les autres et de contribuer à son échelle à un monde meilleur. Et la JCEF porte aussi la voix de la jeunesse dans différentes instances, comme au Conseil d'orientation des politiques de jeunesse ou encore au Conseil national de transition écologique, où l'association a son siège. Sophie, Jérémy, est-ce que vous abordez les notions de citoyenneté ? Alors ça fait partie chez nous du triptyque judaïsme, scoutisme et citoyenneté. Et donc c'est un des piliers finalement qu'on essaye d'enseigner aux jeunes, s'engager dans la cité. Ne pas être juste en fait un passant. On est français, on est fiers et donc il faut être acteur, il faut participer. On n'est pas juste des consommateurs. Sophie ? On incite vraiment les jeunes effectivement à être acteurs, à participer. C'est vrai que quand il y a des temps d'élection, on n'hésite pas à relayer l'idée d'aller voter. On a aussi, nous, des conseils de jeunes, j'imagine vous aussi. On essaye vraiment de faire en sorte que les jeunes soient acteurs de tous les sujets qui les concernent. Et donc, que ce soit localement ou même au moment de notre Assemblée générale, en fait, on a un conseil des jeunes qui donne son avis aussi sur non seulement les activités et les projets, mais aussi le fonctionnement de l'association. Ça peut être animé ou pas ?
Animé. Vous voulez venir? Non, avec plaisir. Non, mais je veux dire, ça peut être animé. On dit franchement les choses. Ah, oui, oui. Il y a quelques petits débats, ce que je veux dire. Oui, il y a des jeunes de 6 à 21 ans qui participent à ce jeunes. Donc même les plus jeunes sont invités à donner leur avis. Et oui, c'est animé. Et c'est l'idée aussi, c'est qu'on crée cet espace pour qu'ils puissent justement donner leur avis. D'accord, ça doit être animé chez vous aussi. Ah oui, non, c'est costaud. Il y a autant 12 ans, je pense qu'ils envoient. Ouais, tout le monde envoie bien là. On se défoule un petit peu, Alix. Et vous abordez des sujets actuels comme l'inclusivité, la mixité? Complètement. Typiquement, sur le même modèle, on a aussi nos AG, on a des conseils nationaux. L'idée, c'est qu'il y a des sujets de société qui, de toute façon, frappent à notre porte et qui ouvrent le débat. Et donc, on permet aux jeunes de tous ensemble décider. Et c'est ça, finalement, faire partie d'un mouvement de jeunesse, c'est que le mouvement avance et évolue avec les aléas de la vie. Et donc, du coup, ils prennent part à ce mouvement. Comment ça se passe avec les téléphones portables? Dites-moi la vérité. Parce que je sais qu'il y a des parents qui mettent spécialement leurs enfants pour éviter les écrans, les portables. Est-ce qu'ils réapparaissent justement pendant les débats, tout ça? On peut pas dire que les jeunes n'ont pas de téléphone portable. Ce serait dire qu'effectivement, on vit à côté de la société. Il y a une règle, c'est interdit au téléphone ou... Je pense que là, c'est chaque groupe qui aussi organise ses règles. Hein. Ah, c'est interdit. Moi, je sais qu'il y a des groupes qui doivent poser des règles avec les jeunes, mais justement, ils en discutent ensemble pour pouvoir justement avoir cet espace aussi où... Et que le chef de groupe qui a un téléphone? De déconnexion, les chefs de groupe, les chefs d'équipe, pour des raisons de sécurité, notamment quand ils partent en bivouac, là, il va falloir quand même être un petit peu joignable. On est quand même à l'ère où les parents laissent des AirTags dans les poches de leurs enfants, donc il faut un minimum être connecté. Dans la couture des chaussures, dans tout partout. C'est ça. Mais les jeunes apprécient aussi cet espace de déconnexion, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils se le sont appropriés, en fait, c'est aussi un moment où... Ça leur coupe pas l'envie de se dire qu'ils partent et qu'ils pourront pas avoir accès à leur téléphone. En sachant que même nous, en tant qu'adultes, c'est pas évident. Ils savent que ça fait partie, en fait, du contrat. Je sais pas si c'est le contrat, mais en fait, ça fait partie du jeu. Parce que ça fait aussi... Quand on vit dans la nature, de toute façon, on peut pas le recharger, son téléphone portable. D'accord. Maintenant, il y a des gens qui payent des milliers d'euros pour faire des séminaires, vous savez, pendant 2-3 jours, des retraites sans téléphone. Oui, en fait, ils font des petites retraites, quoi. Voilà. Oui, complètement, et ils s'y habituent très vite. Ils vivent autrement, et c'est pas vivre en dehors de son temps, c'est juste se réapproprier des espaces où on est avec les autres et où on est aussi avec soi. Merci infiniment à tous les deux. J'attends la tunique pour la prochaine fois. La tenue, pardon. Je vais me faire reprendre par Sophie. La tenue, pardon. Merci mille fois. Sophie Mancel, encadrante des scouts, déléguée nationale aux méthodes éducatives chez les scouts et guides de France, et Jérémy Houry, qui est commissaire général des EEIF, éclaireuses et éclaireurs israélites de France. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous pour ce nouveau numéro de Scout TV Le Mag. Ma chère Alix, on se retrouve demain. À demain. Ce sera sans la tenue.